Mon frère a ricané au moment où il m'a vu, alors, la stupide fille fauchée d'Ina s'est pointée pour enchérir sur une chaîne de mode saisie. Mes parents ont éclaté de rire. Elle est probablement femme de ménage ici. Je n'ai rien dit. J'ai simplement levé ma pancarte et j'ai acheté toute la chaîne pour 32 millions d'euros. Leur réaction après. Je m'appelle Automne Chevalier, j'ai 31 ans. Et au moment où j'ai poussé les portes en verre de la salle de bal d'un hôtel de luxe à Lyon, j'ai entendu le rire que j'attendais depuis des années de faire taire. La voix de mon jeune frère a fendu la foule comme une lame tranchant l'air. Eh bien, regardez qui s'est pointé. La petite idiote fauchée pense vraiment qu'elle a sa place à une vente aux enchères pour une chaîne de vente au détail de 32 millions d'euros. Mes parents n'ont même pas essayé de le cacher. Papa m'a jeté un lent regard de dégoût de la tête aux pieds. Maman s'est penchée vers ma cousine et a dit, assez fort pour que la moitié de la salle entende, elle est probablement ici pour passer la serpillière après la vente aux enchères. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à marcher, d'un pas assuré, directement vers le bureau d'enregistrement. J'ai fait glisser la lettre de la banque sur le comptoir, celle émise sous le nom de Chevalier Capital Investissement, l'entité juridique qu'il n'avait jamais pris la peine de rechercher. La femme derrière la table a levé les yeux, qui se sont écarquillés en me reconnaissant instantanément. Bon retour, mademoiselle Chevalier, a-t-elle dit chaleureusement, en me tendant l'élégante pancarte noire. Vous êtes approuvée pour des enchères illimitées. Mon frère riait toujours derrière moi, complètement inconscient que le nom qui brillait sur son écran n'était pas celui de la même fille fauchée dont il se moquait. Cette pancarte dans ma main? Elle était sur le point d'acheter la chose même que toute ma famille se vantait depuis des mois de posséder bientôt. Et leur visage quand le marteau tombera. Vous n'allez pas vouloir manquer ça si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille. Cliquez sur « J'aime » et commentez « Moi aussi » pour que je sache que je ne suis pas seul. Abonnez-vous pour voir exactement à quel point ils ont été choqués quand j'ai levé cette pancarte 32 millions d'euros une seule fois. Activez les notifications, car cette histoire ne fait que commencer. 20 minutes avant le début de la vente aux enchères, je me suis glissé dans un coin sombre à côté d'une haute colonne de marbre où la foule ne pouvait pas tout à fait m'atteindre. J'avais passé les 13 dernières années à m'assurer que personne de mon passé ne puisse me retrouver à moins que je ne le permette. À 18 ans, juste après mon diplôme, mon père m'a appelé dans le salon, les bras croisés, la voix plate. On en a fini de porter un poids mort. Fais tes valises avec ce dont tu as besoin ce soir et dégage. Rémi, 15 ans et déjà plus grand que moi, s'est appuyé contre le cadre de la porte avec ce même sourire narquois qu'il arbore encore aujourd'hui. Il était temps qu'on se débarrasse du parasite, a-t-il dit, assez fort pour que les voisins entendent s'ils avaient écouté. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je suis monté, j'ai rempli une seule valise, j'ai pris les 220 € que j'avais cachés dans une vieille boîte à chaussures, et je suis parti avant le lever du soleil. J'ai pris le Ouibus de 5h10 au départ de Dijon avec rien d'autre qu'un téléphone bon marché et la promesse que je me suis faite de ne plus jamais dépendre de quelqu'un qui pourrait me jeter. Les 3 premières années ont été brutales. Double service comme serveuse dans un dîner ouvert toute la nuit sur l'avenue Jean Jaurès, sentant l'huile de friture et le désespoir. Je dormais sur un futon dans un studio de la taille d'un placard, je suivais des cours de finance à l'université à 6h du matin, puis je travaillais jusqu'à 3h du matin. Chaque euro de pourboire allait directement sur un compte intitulé « Indépendance ». Je mangeais des nouilles instantanées, je portais les 3 mêmes uniformes et je n'ai jamais manqué un seul cours. À 24 ans, j'avais économisé près de 85 000 € et j'ai repéré ma première véritable opportunité, une chaîne locale de 6 magasins de vêtements en redressement judiciaire. Je l'ai acheté par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée nouvellement formée que personne ne pouvait relier à la fille qui s'était fait mettre à la porte de sa propre maison. 18 mois plus tard, je l'ai revendu pour un peu plus d'1 million d'euros. C'est à ce moment-là que j'ai su que la vente au détail de mode en difficulté était mon champ de bataille. J'ai gardé chaque victoire secrète. J'ai changé l'entité opérationnelle pour Chevalier Capital Investissement afin que mon vrai nom n'apparaisse jamais sur les documents publics. J'ai construit un palmarès dont l'industrie a commencé à chuchoter, mais jamais assez fort pour que la Bourgogne-Franche-Comté l'entende. À 27 ans, j'ai conclu ma première affaire à 8 chiffres, une marque de 22 magasins en faillite de Bordeaux que tous les grands fonds avaient abandonné. J'ai restructuré la dette, rafraîchi les designs et triplé la fréquentation en 14 mois. Des partenaires en capital investissement ont commencé à m'appeler directement. Mon équipe est passée à 12 personnes. Ma réputation a grandi plus vite.
À 29 ans, j'avais des bureaux discrets à la Pardieu à Lyon et dans le Triangle d'Or à Paris, un intéressement à 7 chiffres chaque année et une fortune personnelle qui aurait fait s'étouffer ma vieille famille s'ils avaient jamais pris la peine de vérifier. Je n'ai jamais mis à jour mon adresse avec eux, jamais accepté les demandes d'amis Facebook aléatoires, et jamais répondu à l'unique texto d'anniversaire que maman a envoyé quand j'ai eu 25 ans. Après ça, plus rien. Rémi s'est marié à 26 ans et m'a envoyé une invitation comme si le passé n'avait jamais existé. Je l'ai jeté directement à la poubelle, sans l'ouvrir. L'entreprise de vêtements pour hommes de papa a commencé à perdre de l'argent il y a 5 ans. J'ai regardé depuis la touche pendant que les banques se rapprochaient. Il y a 3 ans, j'ai discrètement acheté la dette prioritaire de leur magasin phare par le biais d'une fiducie sans droit de regard. Ils n'ont toujours aucune idée que le nouveau propriétaire qui envoie ses avis de défaut de paiement, c'est moi. 10 ans de nuit blanche, terrifié à l'idée d'échouer et de leur donner raison. 10 ans à transformer chaque insulte en carburant de fusée. 10 ans à construire quelque chose de si solide qu'aujourd'hui, dans cette salle de bal, je détenais plus de capitaux liquides que tous les autres enchérisseurs réunis. Et l'actif mis en vente aujourd'hui? Evelyne Rose. 21 magasins de luxe. 32 millions à un prix de liquidation. La chaîne exacte dont ma famille se vantait depuis des mois qu'elle remettrait enfin les chevaliers sur la carte. Ils pensaient qu'ils entraient pour sauver l'héritage familial. Ils n'avaient aucune idée que la seule personne dans la salle qui pouvait l'acheter content sans sourciller était la même fille qu'ils avaient jetée 13 ans plus tôt. Les lumières de la salle se sont tamisées. Le commissaire-priseur est monté sur le podium et a tapoté le microphone 2 fois. C'était l'heure. Le simple carillon a traversé le faible bourdonnement des conversations, et tout le monde s'est rapidement dirigé vers son siège, comme si la salle s'était soudainement mise au garde à vous. Ma famille avait réclamé la meilleure table, au premier rang et au centre celle la plus proche de la scène où chaque caméra et chaque regard se poseraient naturellement. Papa était assis droit comme un i, les épaules carrées, les doigts si serrés autour de sa pancarte blanche que les bords laissaient des marques rouges sur sa peau. Je savais exactement pourquoi il avait l'air si tendu. Il avait refinancé la maison près du parc de la Tête d'Or jusqu'au dernier centime, convainquant la banque de lui accorder une ligne de crédit de 24 millions d'euros garantie par la valeur nette, et rien de plus. Maman était assise à côté de lui, serrant sa pochette de créateur comme un radeau de sauvetage, lissant à plusieurs reprises le même pli invisible sur le cuir, la même habitude nerveuse qu'elle avait chaque fois que l'argent se faisait rare quand j'étais enfant. Rémi était affalé sur sa chaise comme s'il possédait déjà toute la chaîne, une jambe étendue sous la table, la pancarte posée nonchalamment sur un genou, un demi-sourire suffisant collé en permanence à son visage. Hélène, ma cousine, était assise de l'autre côté, son téléphone brillant dans sa main, faisant défiler avec un pouce tandis que ses lèvres restaient retroussées en ce sourire familier et supérieur qu'elle avait porté à chaque réunion de famille depuis notre enfance. Le commissaire-priseur s'est approché du podium grand, les cheveux argentés, la voix profonde et confiante, du genre qui commande instantanément une salle. Mesdames et messieurs, nous commençons les enchères pour le portefeuille de vente au détail de luxe Evelyne Rose. 21 emplacements de choix dans tout le sud-est, ouvrant à 14 millions d'euros. Les pancartes se sont levées plus vite que je ne l'attendais. 15 millions d'un groupe de fonds spéculatifs de Nice en costume bleu marine assorti. 15 500 000 d'un acheteur privé de Bordeaux portant un chapeau et une Rolex. 17 millions d'un couple plus âgé sur le côté gauche qui avait l'air d'avoir fait ça 100 fois. 17 500 000. 18 millions. L'énergie crépitait. 18 500 000 sont passés en moins de 90 secondes. Le groupe de Nice a poussé à 19 500 000. Bordeaux a contré à 20 millions. 20 500 000, et le couple plus âgé a finalement abandonné avec un poli hochement de tête. Papa a levé sa pancarte pour la première fois, la voix ferme mais plus forte que nécessaire. 21 millions d'euros. Une faible vague de surprise a parcouru la salle. C'était un grand saut pour une table familiale. Rémi s'est tourné à moitié sur son siège, m'a repéré dans mon coin, et a laissé le sourire s'étendre, lent et vicieux, sur son visage. Il s'est penché vers Hélène, ne faisant aucun effort pour baisser la voix, assez fort pour que les 3 tables environnantes entendent chaque mot. Attends un peu. Dans environ 2 minutes, la sécurité va s'approcher et demander à la profiteuse une preuve de fond. J'ai hâte de les voir la faire sortir devant tout le monde. Hélène n'a même pas levé les yeux de son téléphone, a juste laissé échapper un rire bref et sec et a hoché la tête. Quelques étrangers se sont tournés pour me regarder les sourcils levés, certains amusés, d'autres curieux. Une femme a même couvert un sourire avec sa main.
Je n'ai pas bougé d'un muscle, la pancarte toujours posée sur mes genoux, le visage complètement neutre. Bordeaux est revenu en force. 21 500 000. La mâchoire de papa s'est crispée. Une fine ligne de sueur est apparue à la racine de ses cheveux. Il a de nouveau levé la pancarte. 22 millions d'euros. Le commissaire-priseur a accusé réception d'un rapide signe de tête. Nice a hésité, puis s'est retiré. Seul Bordeaux et ma famille restaient. Bordeaux a de nouveau poussé. 22 500 000. La main de maman a volé vers le bras de papa, le serrant fort. Papa a attendu un instant, a jeté un coup d'œil à maman, puis a levé la pancarte une fois de plus. 23 millions d'euros. La salle est devenue sensiblement plus silencieuse. C'était de l'argent sérieux pour un enchérisseur privé. Bordeaux a maintenu le contact visuel avec le commissaire-priseur pendant 3 longues secondes, puis a lentement baissé sa pancarte et s'est rassis. Maman a laissé échapper un petit hoquet excité. Les épaules de papa se sont affaissées d'une fraction, premier signe de soulagement. Rémi s'est maintenant complètement retourné, me regardant droit dans les yeux, articulant les mots « je te l'avais bien dit », avec une lenteur exagérée, exactement comme il le faisait quand il pensait avoir gagné une dispute d'adolescents insignifiante. Le commissaire-priseur a balayé la salle du regard une dernière fois, la voix claire. 23 millions d'euros, une fois. L'air est soudainement devenu plus lourd. Chaque souffle dans la salle de bal était retenu exactement au même moment. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. La voix du commissaire-priseur a retenti, ferme et finale. 23 500 000 euros, une fois. La pancarte de papa était toujours levée depuis leur dernière enchère, sa main tremblant violemment. Ces 23 500 000 représentaient chaque dernier centime qu'ils avaient tiré de la maison du parc de la Tête d'Or, la deuxième hypothèque, la ligne de crédit sur valeur domiciliaire, chaque faveur demandée. Les ongles manucurés de maman étaient si profondément enfoncés dans l'avant-bras de papa que je pouvais voir la peau devenir violette. Le sourire narquois de Rémi avait complètement disparu. Ses yeux étaient grands ouverts, passant de la scène à moi comme s'il essayait de se réveiller. Hélène avait finalement posé son téléphone face contre table, les 2 mains agrippant maintenant le bord de la table, les articulations blanches comme des os. 2 fois. J'ai levé ma pancarte noire pour la première et unique fois de la journée. Calme, délibéré, sans drame. 32 millions. Le chiffre a frappé la pièce comme une bombe. Toutes les têtes dans la salle de bal se sont tournées vers moi d'un seul coup 50, 60, 80 personnes se retournant en parfait unisson. Une femme au premier rang a eu le souffle coupé si fort que ses perles ont cliqueté. Un homme près du fond a laissé échapper un « mon Dieu » stupéfait avant de se reprendre. Les téléphones se sont abaissés. Les conversations se sont tues au milieu d'un mot. Le regard du commissaire-priseur s'est verrouillé sur la pancarte 47. Pendant une demi-seconde, son sang-froid s'est fissuré. Reconnaissance, puis pure adrénaline, ont traversé son visage. Il s'est repris instantanément, la voix montant avec une excitation indéniable. Nous avons 32 millions d'euros de la pancarte 47. Entends-je 32 500 000 32 500 000 quelque part? Silence de mort. Pas un souffle. Pas un tressaillement. Le visage de papa s'est vidé de toute couleur si vite que j'ai cru qu'il allait s'effondrer. Sa pancarte a glissé de ses doigts et a cliqueté sur la table. La bouche de maman s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Aucun son n'est sorti. Sa main a volé du bras de papa à sa gorge comme si elle s'étouffait. Rémi s'est levé si violemment que sa chaise a crissé en arrière et s'est renversée avec un grand fracas qui a fait sursauter la moitié de la salle. Son verre d'eau s'est renversé, la glace et l'eau inondant la nappe blanche, coulant sur le bord sur ses chaussures à 3 500 euros. Il n'a pas remarqué. Il est resté figé dans la flaque, la poitrine haletante, me regardant comme si j'étais une étrangère portant le visage de sa sœur. Le téléphone d'Hélène a glissé de la table et a heurté le tapis avec un bruit sourd. Elle n'a pas bougé pour le ramasser. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais le seul son qui s'est échappé était un « non » fin et brisé. Le commissaire-priseur n'a pas attendu longtemps. 32 millions d'euros, une fois. 32 millions d'euros, 2 fois. Dernier et ultime appel. Vendu à la pancarte 47, Mademoiselle Automne Chevalier, pour 32 millions d'euros. Le marteau s'est abattu avec un bruit sec qui a résonné contre les lustres en cristal comme un tonnerre. Pendant une seconde interminable,
toute la salle de bal était parfaitement immobile. Puis le barrage a cédé. Les chuchotements ont explosé en rires stupéfaits, applaudissements épars, flashs d'appareils photo crépitant de tous les coins. Les gens se sont mis sur la pointe des pieds, ont tendu le cou, essayant de mieux voir la femme dans la simple robe noire qui venait de mettre fin à la vente avec une seule enchère silencieuse. Papa a laissé tomber sa tête dans ses deux mains, les coudes sur la table, les épaules secouées. Maman regardait droit devant elle, les yeux vitreux, le rouge à lèvres parfait, mais le visage complètement vide, comme si quelqu'un venait d'effacer son avenir en temps réel. Rémi est resté debout dans la flaque qu'il avait faite, l'eau dégoulinant de ses poignets, la bouche travaillant sans un son. Hélène a finalement réussi à murmurer d'une voix fêlée. C'est impossible. J'ai lentement baissé ma pancarte, laissant la plus légère courbe toucher le coin de ma bouche. Rien de bruyant, rien de cruel, juste la reconnaissance tranquille d'un moment attendu depuis 13 ans. La fille qu'ils avaient jetée avec une seule valise venait de prendre la seule chose sur laquelle ils avaient tout misé. Et l'expression sur leur visage, dans cette unique seconde parfaite après la chute du marteau, valait chaque nuit où j'avais eu faim. La sécurité s'est déplacée vers la scène pour le lot suivant. La foule s'est lentement retournée vers l'avant, bourdonnant de l'histoire dont elle venait d'être témoin. Mais ma famille n'avait pas bougé, pas d'un pouce. Quelques minutes plus tard, j'étais dans le couloir privé étroit derrière la scène, apposant la dernière signature sur le contrat préliminaire avec le directeur de la vente aux enchères. La porte s'est ouverte si violemment qu'elle a rebondi contre le mur. Rémi est entré en trombe le premier, les veines pourpres saillantes sur son cou. « Où diable as-tu trouvé ce genre d'argent » a-t-il aboyé, s'approchant si près de moi que je pouvais sentir le whisky sur son haleine. « On ne sort pas 32 millions comme de la monnaie de poche. Dis-le-moi tout de suite. » Papa s'est engouffré juste derrière lui, les yeux plissés, la voix basse et dangereuse. « N'ose même pas jouer à des jeux avec nous » a-t-il grondé. Personne ne fait un coup comme ça sans quelque chose de louche derrière. C'est quoi, un accord avec un usurier? De la fraude? Maman les a bousculés tous les deux, serrant son sac à main contre sa poitrine comme une armure, la voix tremblant de fureur et de peur. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille, Automne. Cette chaîne était censée nous sauver. Comment peux-tu être si cruel? Hélène s'est glissée en dernier, les bras croisés serrés sur sa poitrine, me regardant comme si j'étais une intruse portant la peau de sa cousine. J'ai rebouché le stylo, j'ai rendu le presse-papier au directeur, et ce n'est qu'alors que je me suis tourné pour leur faire face. J'ai regardé Rémi d'abord, puis papa, puis maman, puis Hélène. Un par un, lentement, délibérément, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Mon entreprise opère sous une entité juridique différente, ai-je dit, la voix parfaitement égale. Vous ne m'avez jamais demandé une seule fois ce que j'ai fait ces 13 dernières années. Vous ne vous êtes jamais assez soucié pour chercher mon nom sur Google. Alors vous n'avez jamais découvert. Rémi a fait un autre pas agressif en avant, le doigt pointé en l'air à 1 pouce de mon visage. Arrête avec tes conneries de société, a-t-il craché. C'est l'argent de qui, en réalité? Un petit ami riche? Des investisseurs véreux? Tu nous dois une sacrée explication. Papa est intervenu avant que je puisse répondre, la voix montant. Tu penses que tu peux entrer ici, nous humilier devant toute la ville, et simplement t'en aller? Ce portefeuille était notre avenir. Nous avions des plans. Nous avions des prêteurs prêts. Tu l'as volé. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, maintenant. Des vrais, cette fois. Nous sommes tes parents, Automne. Ton sang. Comment as-tu pu te retourner contre nous comme ça? Hélène a finalement parlé, la voix petite et venimeuse. Tu nous as toujours détestés. Tu ne supportais pas de nous voir enfin réussir, alors tu as dû tout détruire. J'ai laissé le silence s'installer encore un instant. Je n'ai rien volé, ai-je dit. J'ai acheté ce qui était à vendre sur un parquet d'enchères ouvert. Vous avez décidé que 23 500 000 était votre plafond. J'ai décidé que le mien était plus élevé. C'est comme ça que les enchères fonctionnent. Rémi a de nouveau ouvert la bouche, le visage tordu. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Tu penses que l'argent change qui tu es? Non, ai-je répondu. L'argent n'a pas changé qui je suis. Me faire jeter à 18 ans avec une seule valise, si. Papa a essayé un ton différent, celui qu'il utilisait quand il avait besoin de quelque chose plus doux, presque suppliant. Écoute, on peut encore arranger ça.
La famille prend soin de la famille. Fais-nous entrer dans l'affaire. Nous gérons les magasins ensemble, comme ça aurait dû l'être depuis le début. Maman a hoché la tête frénétiquement. Oui, ma chérie. Nous oublierons tout ce qui s'est passé. Laisse-nous simplement revenir. Je les ai regardés chacun une dernière fois. Non, ai-je dit. Juste ça, rien de plus. Je me suis tourné vers le directeur, qui avait observé tout l'échange dans un silence stupéfait. Je suis prête pour les instructions de virement et le calendrier de clôture. Puis je suis passé devant eux quatre, mes talons claquant une fois sur le sol de marbre. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic doux et final. 3 semaines plus tard, j'étais au milieu du magasin phare sur la rue de la République, à Lyon, regardant les installateurs accrocher le nouveau logo Evelyne Rose en noir mat et or rose au-dessus de l'entrée. L'endroit avait déjà l'air complètement différent. Vieux présentoir vidé, nouvel éclairage installé, chaque trace de l'ancien propriétaire effacée. La presse locale avait été invitée pour un petit événement de relancement plus tard dans l'après-midi. Mon équipe était partout, designers, entrepreneurs, attachés de presse, tous se déplaçant avec ce genre de chaos contrôlé qui se produit lorsqu'une marque obtient une seconde vie. La porte d'entrée en verre a carillonné. Je me suis retourné et je les ai vus entrer tous les quatre, papa d'abord, puis maman, puis Rémi et Hélène traînant un pas derrière. Leurs vêtements étaient toujours chère maman en veste Chanel, papa en costume sur mesure mais les détails racontaient une autre histoire. Les yeux cernés de noir. Le rouge à lèvres de maman légèrement inégal. Le nœud de cravate de papa un peu de travers. Les chaussures de Rémi éraflées à la pointe. Le sac à main d'Hélène de la saison dernière au lieu de celle-ci. Ils ressemblaient à des gens qui n'avaient pas dormi correctement depuis des semaines. Maman m'a repéré et a forcé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Automne, ma chérie, a-t-elle commencé, la voix mielleuse, le même ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose il y a des années. Nous devons parler en privé. Peux-tu accorder juste 5 minutes à ta famille? Papa a hoché la tête, les mains jointes devant lui comme s'il était à une réunion d'affaires qu'il savait déjà perdue. Nous avons fait toute la route jusqu'ici, a-t-il ajouté, comme si la distance seule lui valait des points. Rémi est resté en retrait près d'un présentoir, les mains dans les poches, fixant le sol. Hélène se tenait à côté de lui, les bras croisés, se mordant l'intérieur de la joue. J'ai posé la tablette que je tenais et je me suis dirigé slowly vers eux. Les installateurs ont continué à travailler, faisant semblant de ne pas remarquer la tension, assez épaisse pour être coupée au couteau. Bien sûr, ai-je dit. Nous pouvons utiliser le bureau à l'arrière. Je les ai conduits à travers les travaux, par la réserve, jusqu'au petit bureau qui sentait encore la peinture fraîche. Fermez la porte derrière nous. Maman a commencé immédiatement. Nous n'arrêtons pas de parler depuis la vente aux enchères, a-t-elle dit, tendant la main comme si elle voulait toucher mon bras mais s'est ravisée. Nous avons eu tort. Nous le voyons maintenant. La façon dont nous t'avons traité. Ce n'était pas bien. Nous sommes désolés. Papa s'est éclairci la gorge. Ce que ta mère essaie de dire, c'est que la famille, c'est la famille. Nous voulons mettre tout ça derrière nous. Repartir à zéro. Rémi a finalement levé les yeux. Ouais, a-t-il marmonné. C'est de l'eau qui a coulé sous les ponts. On est bien, n'est-ce pas? Hélène a fait un petit signe de tête, ses yeux balayant la pièce comme si elle calculait le coût des nouvelles installations. J'ai laissé le silence s'installer quelques secondes. Et que signifie exactement repartir à zéro pour vous? Ai-je demandé. Papa a sauté sur l'occasion, avide. Eh bien, les magasins, cette marque. Tu sais de toute évidence ce que tu fais. Nous pourrions aider à gérer les choses. J'ai encore des contacts dans le prêt-à-porter masculin. Rémi connaît les opérations. Hélène est douée pour le marketing. Nous serions des atouts, Automne. De vrais atouts. Maman a souri plus largement. Ça pourrait redevenir une entreprise familiale, comme nous en avons toujours rêvé. Rémi a haussé les épaules. Sans rancune. On y gagne tous. Je les ai regardés un par un, de la même manière que je l'avais fait dans ce couloir 3 semaines auparavant. Ils attendaient, pleins d'espoir, retenant presque leur souffle. Je n'ai pas souri. La lumière de l'après-midi a changé à travers les stores. Le même après-midi, j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'à la salle de conférence du 5e étage, le seul espace entièrement terminé du bâtiment, mur en verre dépoli, longue table en noyer,
l'horizon du centre-ville de Lyon derrière moi. Olivia Tran, mon avocate d'entreprise principale, était déjà assise tailleur bleu marine, expression impeccable, neutre. 3 épais dossiers noirs attendaient devant elle comme des armes chargées. J'ai ouvert la porte. Entrez. Papa est entré le premier, essayant de garder le menton haut. Maman a suivi, serrant son sac à main à 2 mains. Rémi est venu ensuite, la mâchoire serrée. Hélène en dernier, les yeux rougis avant même que quoi que ce soit n'ait commencé. J'ai fermé la porte avec un clic doux et délibéré et j'ai pris la chaise en bout de table. Olivia est restée debout à côté de moi. Ils se sont assis en rangée en face de nous, semblant soudainement très petits. Maman a ouvert la bouche pour parler à nouveau, avec le même ton mielleux qu'elle avait utilisé en bas. J'ai levé un doigt. Elle s'est arrêtée instantanément. Avant que l'un de vous ne dise un mot de plus, ai-je commencé, la voix parfaitement égale, il y a 2 choses que vous devez comprendre. J'ai fait un signe de tête à Olivia. Elle a fait glisser le premier dossier sur le bois poli. À compter d'aujourd'hui, toutes les relations familiales sont légalement terminées. Déshéritement complet, ordonnance de non-contact, demande d'injonction d'éloignement si nécessaire. Tout a été soumis au tribunal de grande instance de Lyon ce matin. Des copies certifiées conformes seront livrées à votre résidence demain par coursier. La bouche de papa s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Maman est devenue blanche comme un linge. Rémi s'est penché en avant comme s'il allait protester. Hélène s'est contentée de regarder fixement. Olivia a ouvert le 2e dossier et l'a tourné pour qu'ils puissent tous voir le document du dessus, résolution d'entreprise, certificat de transfert d'action, signature du fiduciaire daté de 36 mois plus tôt. Deuxièmement, ai-je continué, Chevalier et Fils, votre ancienne entreprise de vêtements pour hommes, est détenue à 100% par l'une de mes fiducies sans droit de regard depuis le jour où les banques étaient prêtes à saisir. J'ai acheté la dette prioritaire, puis je l'ai tranquillement convertie en pleine propriété. Vous avez continué à recevoir des chèques de paie et des titres parce que je l'ai permis. Cette permission est maintenant révoquée. Rémi s'est levé de sa chaise si vite qu'elle a roulé en arrière et heurté le mur de verre. Tu racontes n'importe quoi. Cette entreprise est l'héritage de papa. Olivia a tapoté le bloc de signature sans lever les yeux. Le bénéficiaire effectif est la fiducie Chevalier Capital Investissement. Unique bénéficiaire, Automne Chevalier. Tout est parfaitement légal. Hélène a éclaté en sanglots bruyants et désordonnés, les mains sur le visage, les épaules secouées. Tu ne peux pas prendre nos emplois. Nous avons des factures. Nous avons des vies. Papa a finalement retrouvé sa voix, brisée. Tu nous as détestés toutes ces années. Très bien. Mais ça? Détruire tout ce qui nous reste? Maman s'est penchée sur la table, les larmes coulant. Automne, bébé, s'il te plaît. Nous t'en supplions. Ne fais pas ça. Je n'ai pas bronché. Les 2 magasins que Rémi gère et le contrat de marketing qu'Hélène détient cesseront leurs activités dans exactement 30 jours. L'indemnité sera le minimum légal uniquement. Après cela, toute communication prend fin. Rémi a claqué ses 2 paumes sur la table. Espèce de vipère, Olivia a fait glisser la dernière série de documents, des accords de non-contact pré-rédigés et des requêtes d'ordonnance d'éloignement, déjà tamponnées par le greffier. Signez-les volontairement, a-t-elle dit, d'une voix d'acier, ou nous déposons une requête unilatérale demain matin. C'est votre choix. La pièce est devenue complètement silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés d'Hélène. Papa a pris le stylo le premier, sa main tremblait si fort que la signature ressemblait à celle d'un enfant. Maman a suivi, les larmes tombant sur le papier, tachant l'encre. Rémi a fixé la page pendant 10 longues secondes, le visage violet de rage, puis a griffonné son nom d'un trait violent qui a déchiré le papier. Hélène a signé en dernier, à peine capable de tenir le stylo. Olivia a rassemblé chaque page, a vérifié chaque signature, puis les a remises soigneusement dans les dossiers. La sécurité est apparue à la porte vitrée, 2 gardes en costume noir. Je me suis levé. Notre réunion est terminée. Ils se sont levés lentement, hébétés, comme des gens se réveillant d'un accident de voiture. Personne ne m'a regardé. Personne n'a parlé. La sécurité les a escortés dehors. L'ascenseur a sonné 30 secondes plus tard. 1 an plus tard, je me tenais devant les fenêtres allant du sol au plafond de mon bureau du 42e étage à la Pardieu, regardant le soleil se coucher sur l'horizon que j'aidais maintenant à façonner.
Evelyn Rose était devenue la marque de vente au détail de luxe à la croissance la plus rapide du Sud-Est, 38 nouveaux magasins ouverts de Nice à Bordeaux, revenus triplés en 11 mois. Chaque couverture de magazine et rapport d'analystes qualifiait cela de redressement de la décennie. Le magasin phare sur la rue de la République était maintenant l'emplacement le plus rentable de tout le portefeuille, un rappel quotidien que le joyau de la couronne que ma famille avait poursuivi prospérait sous la direction de la seule personne qu'ils avaient autrefois qualifiée de sans valeur. Leur histoire, en revanche, s'était délitée exactement comme les chiffres le prédisaient. Après l'enchère ratée de 23 500 000 € et l'appel de dette immédiat de la banque, la maison du parc de la Tête d'Or a été saisie en 60 jours. Ils l'ont vendue aux enchères pour 40% en dessous de la valeur marchande juste pour arrêter l'hémorragie. L'adhésion de papa au club de golf a expiré. Les invitations au déjeuner de charité de maman se sont taries. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres dans le quartier de la Duchère-le-Genre avec des murs fins et une buanderie commune, la première fois de leur vie qu'ils vivaient sans portail ni garde. Rémi est resté au chômage pendant 10 mois consécutifs. Son curriculum vitae, autrefois rempli de titres de « directeur régional », se lisait maintenant comme un récit édifiant. Personne dans l'industrie ne voulait toucher à quiconque associé au nom Chevalier après le scandale public. Quand il a finalement trouvé du travail, c'était comme employé de nuit pour le réassortiment dans un hypermarché pour 13 € de l'heure. Hélène a pris un poste de caissière au centre commercial de la Pardieu, le même centre commercial où elle dépensait autrefois des sommes à 5 chiffres un samedi. Elle portait le même gilet en polyester à chaque service, scannant les articles pour des clients qui avaient autrefois assisté à sa fête de fiançailles. Je n'ai jamais pris de leurs nouvelles directement. Je n'en avais pas besoin. Les contacts mutuels, les archives publiques et les chuchotements occasionnels de l'industrie brossaient un tableau assez clair. Pendant ce temps, j'ai tout investi dans le chapitre suivant. En mars, j'ai officiellement lancé la fondation L'Envol Chevalier, 9 millions d'euros par an, entièrement dotée, destinée aux étudiants universitaires de première génération issus de ménages à faible revenu qui faisaient preuve d'une détermination exceptionnelle. La question de la dissertation de candidature était simple, racontez-nous un moment où quelqu'un vous a dit que vous n'y arriveriez jamais et comment vous lui avez prouvé le contraire. À chaque réunion du conseil d'administration, à chaque cérémonie de remise des bourses, je pensais à la jeune fille de 18 ans avec une seule valise et un billet de Ouibus. Le nom de la fondation portait le nom de jeune fille de ma mère, Chevalier, la seule partie de la famille que j'honorais encore. Pas à cause d'eux, mais en dépit d'eux. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Les ordonnances de non-contact ont tenu. Les demandes d'injonction d'éloignement sont restées en attente, jamais nécessaires. Ils ont disparu de mon monde aussi complètement que j'avais autrefois disparu du leur. Certaines nuits, je me réveille encore à 3 heures du matin, m'attendant à entendre la voix de papa me dire de sortir. Puis je regarde les lumières de la ville depuis le 42e étage et je me souviens que je n'ai jamais eu besoin de leur approbation. Je n'ai jamais eu besoin de leur argent. Je n'ai jamais eu besoin de leur amour. Je n'avais besoin que de la chance qu'ils ont essayé de me retirer. Et maintenant, je m'assure qu'aucun enfant qui est mis de côté comme je l'ai été n'ait jamais à mener cette bataille seul. Je n'ai plus besoin qu'ils me reconnaissent. Je veux juste que chaque enfant à qui l'on a dit qu'il n'était rien ait l'opportunité que j'ai eue, se lever, regarder le monde dans les yeux et prouver exactement à quel point ces gens avaient tort. C'est le seul héritage qui compte.